Qu'est-ce que c'est que l'atlantisme ? Le fait que la France porte ses regards sur les intérêts transatlantiques. L'atlantisme résume la relation principalement avec les États-Unis et l'Angleterre, qui sont les deux puissances traditionnellement thalassocratiques les puissances de la mer, d'accord ? En raison du fait que ce sont deux îles, une île commune et une île continent, qui ont toutes les deux la même, enfin, qui sont l'une la continuité de l'autre, les États-Unis ayant repris, à l'issue de la Première Guerre mondiale, le leadership politique et militaire et diplomatique du monde anglo-saxon, de l'Empire, si vous voulez, de l'Empire britannique. Et l'atlantisme, c'est ça. Ce sont les intérêts de la puissance maritime, qui est, disons, la puissance britannique, puis américaine, et leur appendice israélien. Puisqu'il suffit de lire les journaux pour se rendre bien compte que l'État d'Israël est dans le jeu de la puissance anglo-américaine, qu'elle est un de ses principaux clients au sens politique dans le monde occidental, et l'atlantisme désigne cela. Et pourquoi est-ce que c'est une tentation et pas simplement une politique qui va de soi ? C'est justement parce que cette ligne politique entre en contradiction avec la tradition, avec l'expérience séculaire de la France dans ses rapports avec les autres nations. De quelle manière ? Eh bien justement, Philippe nous a parfaitement introduit à cette préoccupation. On va essayer justement d'appliquer la méthode empirique pour éclairer cette question. C'est que la France est une très vieille nation, et c'est une très vieille nation qui a des relations avec des nations lointaines depuis au moins un millénaire. Saint Louis disait « Mon royaume s'étend au-delà de la mer », donc il pensait évidemment au territoire qui deviendra les États latins d'Orient, c'est-à-dire les endroits où des chrétiens avaient affaire à la puissance islamique montante, et que Saint Louis se voyait chargé de protéger en vertu justement de sa propre orientation à la fois chrétienne et comme roi de France, afin d'assurer le rayonnement de son royaume. Et cette ancienneté, cette antiquité de la présence française en Méditerranée a conduit la France à développer, à la fois dans ses rapports avec ses voisins, des rapports tout à fait particuliers qui étaient ceux d'une puissance d'équilibre, justement en conformité avec le projet capétien, qui était de faire de la France une puissance mondiale, déjà dans ce qu'était la France dans la basse antiquité au Moyen-Âge, puis la Renaissance. Les rois de France ont toujours cherché à asseoir la puissance française face à ses voisins, qui ont constitué quand même pour l'essentiel des concurrents ou des menaces. Mais loin que la France, comme d'autres nations, comme le Portugal, la France ne cherchera pas un exutoire dans l'outre-mer. Le Portugal est une nation au bout occidental de l'Europe, et qui, en raison justement de sa pauvreté, de sa marginalité géographique, de sa très grande ouverture sur le large, va chercher dans ses possessions outre-marines un exutoire à sa puissance. Ce sera un pays d'émigration. L'Espagne sera dans une situation assez similaire, encore que étant plus large, ayant eu aussi à faire son unité, elle va être partagée entre son aventure outre-marine et la constitution du royaume, enfin l'unification du royaume, mais elle n'a pas de menace, hormis la menace islamique, je veux dire, mais elle n'a pas la menace ou la concurrence de puissants voisins qui auraient des vues sur elle. Elle n'a pas la prétention à être une nation pivot comme l'est la France, en raison, encore une fois, de sa situation géographique. C'est la géographie qui, en très grande partie, va dicter l'attitude de ces différentes nations à l'égard du grand large. Les Allemagnes, toutes les principautés allemandes, mais qui étaient jadis sous la couronne unique de l'Empire germanique, elle est une puissance quasiment exclusivement continentale. Le grand large, pour elle, se résume au bassin hanséatique, qui lui suffit tout à fait en termes d'aventure maritime. La France, elle, est une puissance qui est mi-continentale et mi-océanique. Ce qui va lui donner des caractères très nets et qui sont des caractères durables. C'est comme les caractères d'une personne. Le tempérament d'une personne est marqué par ses origines, par ses expériences, et bien il en va de même des nations. Et la France se trouve être à la fois, en raison de sa configuration hexagonale, à mi-chemin entre le monde méditerranéen, le monde nordique, à mi-chemin entre l'océan et le continent, elle va développer un tempérament équilibré. Donc elle ne va pas se jeter dans des aventures outre-marines comme exutoire, elle ne va pas non plus être exclusivement occupée par la défense de ses frontières ou la définition de frontières comme le sera par exemple le royaume de Pologne. Elle va chercher, en raison des qualités, des avantages dont elle jouit par sa position géographique,
a joué un rôle de puissance mondiale, donc pour ce qui était des âges anciens, et de puissance moyenne, mais ayant sa propre politique étrangère, à l'âge moderne, en raison de cette tradition. Et la France sera une puissance méditerranéenne, large front méditerranéen dont elle jouit, des relations privilégiées qu'elle a toujours eues avec les nations latines, Espagne, Italie, Portugal même, et également avec l'ensemble des nations arabes, puisque la France est une nation qui connaît le monde arabe et la religion musulmane qui est pratiquée dans le bassin méditerranéen depuis des siècles. Elle en a une très bonne expérience, qui va conduire plusieurs de ses chefs d'État d'ailleurs à rentrer dans un jeu méditerranéen favorisant une certaine stabilité dans la Méditerranée, jusqu'à Nicolas Sarkozy, encore que on pourrait commenter, et j'y viendrai en conclusion, ces dernières initiatives, mais cette tradition va peser si lourd sur la politique étrangère de la France que jusque récemment, là, on a vu la naissance de l'Union méditerranéenne, qui était sans doute une des meilleures nouvelles de la présidence Sarkozy, qui était justement un projet visant à continuer cette tradition française de présence en Méditerranée et de puissance moyenne. J'entends par là, elle n'a pas de velléité de conquérir l'ensemble de la Méditerranée. Elle n'a pas la velléité d'imposer son ordre à tous, par la force ou par la contrainte, fût-elle déguisée par des contraintes économiques ou autres. La France cherche traditionnellement à être l'arbitre des nations. C'est une tradition capétienne. Elle a toujours cherché à protéger les petites et moyennes nations. Je pense à des nations comme le Liban, la Roumanie, la Serbie. Elle a toujours cherché en fait à protéger ces petites et moyennes nations parce qu'elle-même reconnaît dans leur destin quelque chose de son destin à elle. Dans sa lutte, là aussi séculaire, contre les empires et contre les internationales, qu'ont pu être à un moment donné la papauté pour ce qui était des internationales et, disons, le Parti catholique et les ligues, etc., d'une part. Et d'autre part, sa lutte contre les empires, donc là, principalement l'empire allemand, enfin l'empire germanique, et aussi l'impérialisme britannique, qui ont toujours été les deux fers au feu qu'avait la France. En termes de polémologie, la France a toujours eu affaire à ces deux menaces qui alternaient l'une l'autre, dans l'empire germanique d'une part, et l'impérialisme britannique de l'autre. En raison, justement, une fois encore, de sa situation à mi-chemin entre ses besoins continentaux et ses besoins océaniques. Dans le cadre de cette géographie qui lui dicte, pour très grande partie, sa politique étrangère, la France a développé des traditions diplomatiques, comme je vous l'ai dit, à l'égard du monde méditerranéen, à l'égard du monde arabe, et à l'égard, plus généralement, des petites et moyennes nations. On a d'autres cas plus récents, comme la présence française en Indochine, qui là aussi est entrée dans cette logique de protection des petites et moyennes nations face à d'autres empires, qui était, là, en l'occurrence, l'empire chinois. Il y avait une véritable alliance profonde entre la France et les princes indo-chinois, les empereurs d'Indochine, pour préserver la liberté des peuples indo-chinois contre la pression des Chinois. Elle a également mené d'ailleurs une politique assez semblable en Afrique, protégeant certaines tribus opprimées sur le plan économique, par exemple par des pratiques d'esclavage, contre les empires qui les mettaient en servage. Donc la France, avec ce rôle d'arbitre des nations, elle tient la tradition capétienne depuis Saint-Louis et cette configuration géographique est lancée comme un navire, si vous voulez, sur une ère. On appelle ça l'ère d'un navire, n'est-ce pas? C'est quand le navire a coupé les moteurs et qu'il continue de suivre sa route. On peut dire que la France, malgré le fait qu'elle ait coupé le moteur de sa politique étrangère depuis à peu près 150 ans, continue d'entretenir dans certains des secteurs de l'État profond, je pense au Quai d'Orsay, donc qui est son ministère des Affaires étrangères, à l'université, même parfois dans certains secteurs de la population, dans certaines familles, on se souvient, on garde un œil attentif au sort des chrétiens d'Orient ou à d'autres thématiques de cet acabit qui relèvent des traditions diplomatiques françaises. Il y a en France encore des milieux qui préservent la continuité des traditions diplomatiques françaises. Mais les élites françaises, particulièrement depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale, enfin ça a commencé avant par une certaine anglomanie de certains milieux intellectuels, au moins depuis Montesquieu, il y a toujours une fascination des élites françaises en fait pour la grande puissance thalassocratique de l'époque, qu'elle ait été donc encore une fois l'Angleterre ou les États-Unis. Il y a une fascination d'une partie des élites françaises, malheureusement souvent aux affaires, pour la puissance anglo-américaine. Cela conduit ces élites, en raison des affinités intellectuelles qu'elles entretiennent avec le monde anglo-saxon, à perdre de vue les intérêts
supérieure et continue de la France pour épouser les vues de l'étranger. Je vous donne un exemple. Il y a en France une famille intellectuelle que sont les libéraux, qui sont très isolés sur le plan intellectuel, universitaire et journalistique, qui ont très peu d'écho, mais qui, justement, en raison de ce faible écho, cherchent appui à l'étranger. Alors d'abord des appuis idéologiques pour essayer de développer leur discours, et très souvent ils vont puiser dans les productions intellectuelles américaines ou britanniques, les importer en France, telles quelles. C'est par exemple le cas d'une revue comme Commentaire, qui est une revue tocquevillienne, qui est très anglomane et gagne une influence quand même sur les élites, sur les décideurs français. Aujourd'hui, à l'université, si vous n'êtes pas tocquevillien, parce que le communisme est passé de mode, mais vous n'êtes pas tocquevillien, vous êtes un has-been. C'est pour vous donner un petit exemple de la manière dont les idées et les intérêts anglo-américains pénètrent, travaillent les élites françaises. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre déjà, les Américains ont cherché à favoriser ce qui, à la fois dans le régime de l'État français, donc dans le régime de Vichy, et dans la résistance, leur était le plus favorable. Puisque l'objectif, c'était, un peu comme ils ont fait dans d'autres pays d'Europe, comme en Italie par exemple, de constituer un véritable glacis pro-américain au prix des diverses indépendances nationales auxquelles ils avaient affaire. Le cas de l'Italie est un cas exemplaire. L'Italie est un État très, très faible et un État failli en un sens. Et les Américains étaient les fondations solides sur lesquelles l'Italie tenait, c'était la présence américaine. Ils ont fait un peu la même chose au Japon, et ils comptaient faire la même chose en France. Parce que la France a toujours été un empêcheur de tourner en rond de l'empire anglo-américain, et il fallait profiter de l'occasion pour vider les Français de leur présence au Moyen-Orient, renégocier les traités Sykes-Picot, qui est traité de partage des zones d'influence au Moyen-Orient, où, je le rappelle, déjà il y avait du pétrole et qui intéressait la puissance anglo-hollando-américaine. Déjà à l'époque, on trouve, à la fois dans l'État de Vichy et dans la résistance, des réseaux, des intellectuels, des leaders politiques, des leaders militaires aussi, qui préféreront, comme ils l'ont fait au moment de l'occupation, comme ils l'avaient fait déjà par le passé en 1870, régler des comptes politiques internes à la France en s'appuyant sur l'étranger. Un véritable sillon profond dans l'esprit français, un véritable tropisme français à régler les problèmes internes en s'appuyant sur l'étranger. Et on retrouve ça dans les élites françaises des deux côtés de l'échiquier politique. Il y a en France, depuis la guerre, une droite atlantiste et une gauche atlantiste qui prospèrent sous le radar. C'est-à-dire que sous le discours général du général de Gaulle, qui relevait de l'indépendance et de la souveraineté de la France, qui était le discours officiel de l'État français, que les élites remettent très rarement en cause, ouvertement, frontalement, en fait, se sont développées des relations de dépendance, de clientélisme des élites françaises, de droite et de gauche, à l'égard de la politique américaine. Je donne un exemple. La France a mené une politique traditionnellement méditerranéenne, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourtant, c'est la France qui va doter l'État d'Israël de la bombe atomique. Israël et la France sont réputés avoir de mauvaises relations. La rumeur, l'opinion publique, l'homme de la rue pense que la France est très pro-arabe et très anti-israélienne, et la rue israélienne pense la même chose de la France. Ils pensent qu'on est totalement dévoué aux Arabes, qu'on en fait trop, etc. Mais la réalité, c'est que c'est la France qui a donné la bombe à Israël. De la même manière, la France est réputée être une nation porte-sa-voix, qui a son mot à dire. On a eu le cas, par exemple, pendant la guerre d'Irak. Mais la vérité est tout à fait autre. C'est que François Mitterrand, un livre a été publié il y a 1 an de ça, là-dessus. François Mitterrand a été le candidat de l'ambassade américaine à la présidentielle, pendant 2 tours. Pourquoi ? Parce que François Mitterrand, ayant épousé le socialisme, entrait dans les plans qui avaient été établis pour l'ensemble de l'Europe, de favoriser partout où il était possible des socialistes non communistes, voire anticommunistes, pour garantir l'enracinement de la France dans le bloc occidental. Et c'est vrai que François Mitterrand était à noyer les communistes dans le programme commun. C'est-à-dire qu'il les a embrassés pour mieux les étreindre, si vous voulez, pour les étouffer. C'est la politique qui avait été privilégiée par les États-Unis, à la fois sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan syndical, puisqu'ils ont partout encouragé les syndicats non communistes
pour des questions vitales de stratégie à l'égard de la tenue des ports d'Europe. Je vous rappelle qu'à l'époque, Marseille est le premier port d'Europe et que c'est par là que s'est versé le plan Marshall. Pour tenir le port de Marseille, il fallait tenir les quais des ports de Marseille. Et pour ça, ils ont pris les socialistes, avec Gaston Defferre, qui était sorti des maquis marseillais, et qui était secondé par les Guérini, qui tiennent encore aujourd'hui la ville de Marseille et le département, et qui font la une des journaux, puisque c'est évidemment des mafieux. Donc on tenait les quais de Marseille avec l'aide du militant de la mafia, pour tenir les quais, pour pouvoir déverser le plan Marshall. Et ça, ceux qui faisaient ce boulot-là, c'était les socialistes. Mitterrand, Defferre et toute cette clique rentraient dans cette logique-là. Ils étaient le candidat américain en France, parce que les Américains en avaient marre, même si c'était uniquement des rodomontades, d'entendre régulièrement la France continuer de parler comme si elle avait son mot à dire, si vous voulez. La trahison vient des deux côtés, puisque la gauche atlantiste a gouverné la France pendant 14 ans sous Mitterrand. La droite atlantiste l'a gouverné sous Giscard, puisque Giscard était lui aussi anglomane, donc si vous voulez, c'était un maniaque de l'Angleterre, comme tous ces milieux libéraux, toute cette droite patrimoniale, contre la droite que les marxistes-léninistes qualifient d'impérialiste, c'est-à-dire la droite qui continue de regarder la France comme une puissance maritime, qui a des possessions outre-marines, qui a des intérêts au grand large, en Extrême-Orient, en Amérique, etc. Puisque je rappelle que la France est le pivot d'une communauté de francophones qui représente 300 millions de locuteurs dans le monde, que la France est une puissance nucléaire, que la France possède des possessions dans les 5 continents, ou des amitiés, qu'elle a une capacité de projection militaire encore suffisante pour peser dans les divers conflits, qu'elle a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, et donc que tous ces critères la font entrer dans ce qu'on appelle les puissances. La France est encore une puissance, et ce qui la rend impuissante, je l'ai dit tout à l'heure dans mon petit paragraphe d'introduction, c'est l'absence de budget militaire, parce que sans armée, point de diplomatie. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Clausewitz, la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Donc, pour avoir une politique, pour peser, il faut avoir une armée digne de ce nom. Pour cela, il faut y mettre les moyens budgétaires. L'armée, la défense relèvent des pouvoirs régaliens, à la différence de la santé ou de l'éducation nationale, ou de la dette. Le premier budget de la France, c'est la dette. Ensuite, c'est l'éducation nationale, avec obligation de moyens sans obligation de résultat. En revanche, l'armée qui, elle, est vraiment relève des pouvoirs régaliens, et le parent pauvre en termes budgétaires, elle ne cesse d'être une marge d'ajustement pour les différents gouvernements de droite et de gauche. La France, dépouillée de son outil militaire, ne peut pas avoir de politique étrangère digne de ce nom non plus, puisqu'elle n'est pas crédible. Si les Américains ont pu bazarder des milliards de dollars et les faire acheter à d'autres, c'est entre autres choses parce qu'ils avaient, je dirais, le Deus Ex Machina, le Joker de l'armée américaine. C'est que si vous prenez des décisions qui déplaisent sur le plan financier, sur le plan économique à l'oncle Sam, il a toujours le bâton de la défense pour régler un différend de ce genre. Un exemple, la guerre en Libye. Un des motifs principaux de cette guerre en Libye, c'est que Kadhafi, qui était assis sur une marée d'or, si vous voulez, avait l'intention de sortir un dinar or pour en faire une sorte de monnaie panafricaine. Or ça, évidemment, c'était changer complètement le référentiel du système économique mondial, au moins pour sa zone. Ce n'était pas envisageable pour les Américains de laisser faire une telle chose. C'est la raison pour laquelle ils ont attaqué Kadhafi, entre autres. Il y a toujours plusieurs raisons, il ne faut pas être monocausal, mais c'est une des raisons sérieuses pour lesquelles ils l'ont fait. Saddam Hussein voulait faire coter son pétrole en euros, et ça c'est très mauvais pour le dollar, donc sanctions. L'Iran également, c'est pour ça qu'on peut prévoir sans doute, à un horizon non pas trop lointain, des attaques contre l'Iran, la Syrie, etc., etc. Or, dans toute cette agitation que mènent les États-Unis pour préserver leurs intérêts, avec l'outil militaire, la France, elle, ne peut pas peser, puisque d'abord, elle ne joue pas du tout dans la même cour, puisque le budget américain de défense représente plus que les budgets des 5 nations qui suivent. D'accord ? Donc, le budget américain, c'est plus que le budget français, britannique, chinois, russe et je ne sais plus qui.
Et ouais, vous savez, le Brésil ou quelque chose comme ça, en termes de budget de défense. Non, mais plus que la Chine, la France, le militaire cumulé. Aujourd'hui, si vous mettez deux porte-avions américains côte à côte comme ça, on peut faire passer un porte-avions français en dessous. D'accord ? Donc, on n'a pas du tout les mêmes outils, mais nous avons quand même encore des atouts. Donc l'idée, c'est que nous n'avons plus l'outil, mais surtout, nous n'avons plus non plus de projet. Moi, j'ai un ami qui travaille au Quai d'Orsay qui me dit qu'on travaille on gouverne à vue. On expédie les affaires courantes. Il n'y a pas, à la différence des Américains, qui ont des projets à 50 ans et qui font des scénarios démultipliés et qui, dès que les choses varient, hop, sautent d'un scénario à un autre. Il y a de la création théorique sur le plan diplomatique, de défense, etc. En France, comme le disait McMahon, et ça n'a pas beaucoup changé, d'après ce que dit le général Desportes, qui vient d'être foutu à la porte, c'est le cas de le dire, par son ministre pour avoir écrit un livre, qui avait eu l'ordre de lui déplaire. Il était quand même commandant de ce qu'on appelait avant le collège de guerre, enfin l'école de guerre, qui maintenant s'appelle le CID. Eh bien, le général Desportes, citant, rappelait que McMahon avait dit « Si je vois le nom d'un officier sur une couverture, je le fous à la porte ». Interdiction de publier, de produire de la connaissance, de défense, etc. en France. Sans compter aussi la perte de fécondité intellectuelle des militaires français depuis qu'on s'est mis sous le parapluie nucléaire. Tout ça cumulé, plus les problèmes sociaux que soulevait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vit dans une société qui donc, par définition, ne peut pas se projeter dans un avenir collectif, puisque chacun est occupé à ses affaires privées, tout cela cumulé fait que les politiques chargés de défendre et de poursuivre la défense des intérêts français ont perdu la vision. Ils n'ont pas de vision. Tout ça fait que, à la fois la puissance américaine, qui est fragilisée aujourd'hui, qui est sans doute sur le déclin, mais cette puissance qui a fasciné les élites françaises, la propre faiblesse des élites françaises qui n'ont plus de projet, si vous voulez, donc cette dépression d'un côté et cet anticyclone de l'autre, ont conduit la France à aligner progressivement ses intérêts sur les intérêts anglo-américains atlantistes, pour tout dire. Ça ne va pas en s'arrangeant avec l'actuel président, puisque lui-même a vécu dans une famille à demi américaine, puisqu'il a, je crois que c'est son beau-père, enfin, le nouvel époux de sa mère, si vous voulez, était un agent de la CIA, le numéro 2 de la CIA. Il se fait appeler Sarkozy l'Américain. Il a une véritable fascination pour cette société. L'argent a une valeur capitale. Ces changements culturels également ont leur importance, parce que ce modèle capétien, si vous voulez, de rapport au monde, est incompatible avec la nullité, l'absolue pauvreté du modèle américain fondé sur l'argent et que notre président a épousé sans aucune distance. Et enfin, il y a véritablement une hostilité à l'intérieur des institutions contre les derniers représentants de ce qu'on pourrait appeler une ligne gaulliste ou capétienne, selon. Gaulliste selon qu'elle continue d'entretenir l'illusion de l'indépendance, ou authentiquement capétienne, qui est, pour ainsi dire, interdite de parole dans les institutions. Un seul exemple, Émeric Chauprade, qui était un de nos camarades et qui a écrit un livre, enfin qui a écrit de nombreux livres sur la géopolitique, dont un est un véritable maître ouvrage qui s'appelle Géopolitique et qui fait partie des recommandations pour le camp, a été vidé par le ministre de la Défense Hervé Morin, qui, dans sa bonne vieille tradition de centriste, donc de cette droite anglophile, anglomane, l'a mis à la porte parce que les messages qui étaient envoyés dans le livre étaient très très clairement une remise en selle, un appel à la remise en selle des principes capétiens de gouvernement, si vous voulez. Qu'est-ce que j'appelle capétien ? Enfin, pour les plus jeunes et ceux qui n'auront peut-être pas compris, c'est justement cette tradition riche des expériences des relations internationales de la France depuis le Moyen-Âge. C'est ça qu'on appelle la ligne capétienne en politique étrangère, c'est la ligne qui défend les intérêts de la France conformément à sa tradition historique. Je ferai juste quelques remarques encore sur l'engagement de la France dans les différentes guerres anglo-américaines. On a eu une heureuse surprise au moment de la guerre d'Irak. Jacques Chirac, sans doute en raison aussi de son ancienne amitié pas tout à fait désintéressée avec Saddam Hussein, puisqu'on sait que des valises alimentaient, voilà, son amitié coupable avec Saddam Hussein alimentait son parti, puisqu'à l'époque, Saddam Hussein était réputé être le Chirac de l'Irak, le De Gaulle pour les plus ambitieux. Enfin, en tout cas, il y avait des rapports organiques entre le RPR et le Baas irakien. Des valises circulaient joyeusement. La France avait des intérêts très, très affirmés en Irak sur le plan énergétique, construction, même le nucléaire.
pour des raisons à la fois inavouables et pour des raisons un peu plus nobles, qui étaient quand même une certaine mémoire, un certain souvenir de ce qu'avaient pu être nos rapports avec le monde irakien, syrien, libanais, etc. Jacques Chirac a refusé la guerre américaine. Et toute la droite souverainiste, toute la droite gaulliste s'est soulevée comme un seul homme pour se féliciter de cette merveilleuse décision. Enfin, Chirac enfilait les bottes du général de Gaulle. Avec évidemment quelques critiques, en disant voilà, les bottes sont peut-être un peu grandes pour le bonhomme. Moi, ce que je crois, c'est qu'elles lui vont tout à fait. C'est-à-dire que, encore une fois, on était dans l'apparence, dans la rodomontade, dans les coups de menton. Rien de ce qu'a fait Chirac ou de ce qu'ont fait Villepin et les autres, rien de ce qu'ils n'ont fait n'a empêché la guerre en Irak. Une bonne politique française aurait non seulement refusé cette guerre, ce qui était déjà beaucoup, mais elle aurait dû également l'empêcher. Et c'est à ça que l'on devrait mesurer la réalité, la profondeur, l'efficience d'une politique étrangère. C'est pas seulement à sa capacité à se retirer, à ne pas faire une ratonnade, c'est également à l'empêcher. Il y a aujourd'hui un retournement très profond de la politique française à l'égard de cette ligne atlantiste, c'est les deux grands événements importants, enfin les trois événements importants à l'égard de cette ligne atlantiste, c'est d'une part la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, parce que je rappelle que la France était membre de l'OTAN. De Gaulle, là aussi, on voit les illusions que ça a pu entretenir ici et là. On disait, voilà, De Gaulle avait quitté l'OTAN, avait fait sortir la France de l'OTAN. Mensonge. La France n'était pas hors de l'OTAN, elle était hors du commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire qu'elle avait gardé le commandement de ses troupes et qu'elle n'avait pas soumis l'entièreté de son armée à l'OTAN, mais elle était membre de l'OTAN. Ce qu'a fait Sarkozy, qui était quand même très grave, parce que c'était une rupture d'un équilibre qui avait été trouvé depuis une quarantaine d'années, et pour des questions de carrière, pour des questions de place, pour des questions symboliques aussi, Sarkozy a choisi de réintégrer le commandement intégré de l'OTAN. Ce qui était plus, sur le plan symbolique, un signal très négatif que une décision véritablement problématique. Sur le plan symbolique, ça a envoyé un signal très fort quant à la soumission des intérêts français aux intérêts atlantistes. Le deuxième événement important, et dont on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences, c'est la signature d'un traité de défense commun avec l'Angleterre. C'est-à-dire que nous avons quasiment intégré nos deux outils de défense. Toujours pour les mêmes motifs, toujours les mêmes arguments. Nous sommes à un moment où on n'a plus les moyens d'assurer un outil militaire indépendant à la France. C'est-à-dire que les Français, dans leur grande générosité, c'est un peu la même chose dans la construction européenne, les Français sont les seuls qui font des contrats léonins au bénéfice exclusif de l'autre contractant. Qu'est-ce qu'on fait léonin ? Un contrat où tu tailles la part du lion. Ça, c'est le deuxième événement très très important et qui aura des conséquences, à mon avis, désastreuses pour la France. C'est cette intégration des deux outils militaires, français et britanniques. On verra la suite, mais on commence déjà d'en voir les effets sur le troisième point, et je conclurai par là, qui est l'absurde engagement de la France dans cette opération libyenne. En contradiction avec toutes les résolutions qui ont été passées sur la question libyenne, qui était l'exclusion aérienne afin d'empêcher le régime de Kadhafi de bombarder les populations civiles de Benghazi, c'était le motif avancé. En réalité, on s'est livré à une opération de basse police sur place au bénéfice d'une faction politique. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est porté au secours de rebelles. C'est pas du tout la même chose que si on était intervenu, par exemple, en Égypte, si l'armée avait commencé à tirer sur la foule à la place Tahrir. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est porté au secours de séparatistes, dont on sait, avec certitude, des gens qui revenaient d'Irak, d'Afghanistan, etc. De tous les contingents étrangers en Afghanistan, venus de l'étranger, de l'Afghan, si vous voulez, de tous les volontaires islamiques du monde entier, donc d'Indonésie, Algérie, Maroc, Libye, ce que vous voulez, le contingent le plus nombreux en termes de proportion, pas en termes de nombre absolu, pas en termes de chiffres, mais en termes de proportion, c'est les gens de Benghazi. Voilà. C'est les gens de Benghazi, c'est-à-dire que ceux qui rapportaient leur population sont les plus nombreux sur les territoires du djihad, viennent de là. Et on nous a expliqué que c'était des démocrates. La réalité est tout à fait différente, puisque ce sont des gens qui, on le voit, des petites choses, qui, lorsqu'ils montaient sur les pick-up, faisaient cela sur les pick-up, montraient comme ça, le ciel. Ce qui veut dire deux choses, c'est Dieu est un, et en gros, on est des combattants du djihad, si vous voulez, on combat pour Dieu.
Et on nous a expliqué donc qu'on avait de gentils démocrates contre le méchant Kadhafi, donc toujours le scénario bien à l'américaine, bien hollywoodien, parce que c'est ça aussi les guerres américaines, ce sont des guerres du bien contre le mal, alors que jadis, les guerres étaient des guerres, je dirais, d'intérêt, donc toujours un peu raisonnables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on mesure les avantages, inconvénients, et voilà. Alors que si on a affaire à des guerres humanitaires, du bien contre le mal, ce sont des guerres radicales, des guerres absolues, où l'ennemi doit être déshumanisé, rabaissé à moins que rien, et tout cela, évidemment, appelle la propagande, parce que personne n'est inhumain dans l'humanité. Même quand les hommes se conduisent comme des animaux, ils conservent une dignité minimum qui devrait normalement conduire leurs ennemis à une certaine mesure. Pas forcément contre les ennemis considérés, mais au moins contre les gens qui les entourent. On a bien vu qu'à Benghazi, dans la guerre en Libye, il n'y avait pas que des cibles militaires qui étaient touchées, il y a des enfants qui sont morts, enfin tout ça est ultra documenté. Et la France s'est mise dans cette galère en raison justement de sa propre dépression en matière de politique étrangère, l'expérience séculaire de la France en matière de politique étrangère en Méditerranée, qui est son espace naturel de développement, et en raison du travail qui est fait par les puissances anglo-américaines sur ces élites depuis maintenant au moins 60 ans. Et ça, il faut en être bien conscient. Les élites françaises sont travaillées intentionnellement par les Américains qui, aujourd'hui, encore ont des projets, par exemple, pour approcher même les élites dans les banlieues. C'est-à-dire qu'ils approchent les jeunesses de banlieue à peu près pas illettrées pour les faire rentrer dans des réseaux d'influence tenus par les Américains. Les Américains ont une institution qui s'appelle l'UZ, qui est une institution qui est entièrement financée, le département d'État, c'est-à-dire par leur ministère des Affaires étrangères, et qui, partout dans le monde, organise des programmes d'aide à la démocratie, de promotion sociale, d'université populaire, etc., dont le seul but est juste de s'acheter, de créer un sentiment favorable à la politique et à l'imaginaire américain. Ce sont des milliards de dollars qui sont balancés dans ces entreprises-là tous les ans par les États-Unis. Ce n'est pas du tout le cas de la France. Donc ça donne un peu le décalage qu'il y a entre ce qu'ils font, eux, et ce que nous devrions faire, nous. Il y a aux États-Unis une revue de relations internationales qui s'appelle American Interest. Ça résume tout. Les Américains sont conscients de l'existence d'intérêts nationaux qui ne sont pas miscibles, enfin qui ne peuvent pas se fondre dans les intérêts généraux de l'humanité. Ils ont conscience de l'existence d'intérêts nationaux qui entrent en contradiction avec d'autres intérêts. Ils ont conscience du rapport de force. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le b.a.-ba des relations internationales, de la diplomatie. Il faut reprendre conscience que l'histoire est un phénomène où il y a du tragique, où il y a des rapports de force. Et si on part de ce postulat-là, que l'histoire est tragique, qu'il y a des rapports de force et que nous avons des intérêts nationaux, alors peut-être commencera-t-on à se souvenir comment, dans le passé, jusqu'à une date pas trop éloignée, nos princes menaient une politique étrangère conforme à ces réalités psychologiques et politiques. Alors sur le plan de la politique intérieure, enfin du rapport Sarkozy-Chirac, il y a très nettement une volonté de marquer visiblement un changement de style, une réorientation politique pour faire différemment de l'autre, de celui qui l'a précédé. Je pense qu'il y a déjà des considérations aussi bêtes que ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut se souvenir que Sarkozy était un des seuls hommes politiques français à avoir été très discret pendant la guerre en Irak sur sa position. En fait, on sait qu'il était plutôt pour l'intervention américaine. Deuxièmement, Sarkozy a toujours été très proche des milieux républicains américains, donc pro-intervention. Or, le problème, c'est que Sarkozy est un des derniers, avec Merkel, à être dans ce réseau-là, des favorables à la politique interventionniste américaine au Moyen-Orient, puisque tous les autres chefs d'État, maintenant en Europe, sont soit sociodémocrates, soit de droite, mais disons américano-sceptiques, qui n'étaient pas bouchistes. Sarkozy était un des seuls chefs d'État avec Aznar qui était véritablement un admirateur de George Bush. Et George Bush, aujourd'hui, il est complètement en perte de vitesse. C'est fini, George Bush. Je veux dire, Obama a d'autres problèmes, mais Obama a enterré George Bush. Et pardon, je prends ça. Et donc voilà, ça a joué son rôle aussi. C'est-à-dire que Sarkozy était dans ce réseau bushiste, mais c'est un des derniers. Donc en fait, en cherchant
la sympathie de l'opinion mondiale, il se trompe complètement d'époque. Est-ce qu'il ne cherchait pas l'opinion française en se positionnant radicalement, et donc cette fois dans l'autre sens, comme tu justifiais tout à l'heure, en prenant une position radicale, prétendument radicale, sur le plan militaire et humanitaire, etc. Parce que finalement, le seul souvenir qu'on ait des 12 ans passés au pouvoir de Chirac, en dehors des guignols et de la dissolution de l'Assemblée, finalement, c'est la guerre noire. Alors, Sarkozy, très certainement, a voulu, en fait, il est complètement fasciné par la gauche mondialiste et la gauche sans frontiériste interventionniste. Donc, la ligne Kouchner, droit d'ingérence, le devoir même d'ingérence. Il est complètement dans cette ligne-là. Il est en fait fasciné par justement l'ingérence américaine, parce que l'ingérence américaine elle-même, c'est ce qu'on a appelé un wilsonisme botté. Je rappelle juste, à la fin de la Première Guerre mondiale, le président Wilson édicte. Et Wilson était un pacifiste, il voulait un gouvernement multilatéral du monde, la SDL, enfin l'ONU, enfin une pré-ONU, parce que c'était, la SDL. Et Wilson, en fait, a fait ce traité de la SDN, sauf que les États-Unis, enfin le Congrès américain ne l'a pas signé, parce que les Américains ne sont pas idiots, ils n'abandonnent pas leur souveraineté à des traités internationaux comme ça, si vous voulez, des nuées idéologiques sympathiques, mais qui nuisent à leurs intérêts. Donc les Américains, en fait, n'ont pas signé le traité de la SDN. Mais Wilson avait impulsé une ligne qui était justement, on rentre dans une nouvelle ère, dans une ère de paix, de prospérité, etc., une ère très kantienne. D'accord ? Très kantienne, au sens où on prenait la route vers la paix perpétuelle. Plus jamais ça, etc. Bush a réinventé le wilsonisme, cette fois-ci en lui mettant des bottes. On a parlé de wilsonisme botté, c'est-à-dire que c'était l'imposition des principes de la paix universelle, la paix perpétuelle et universelle, mais par les armes, par la Pax Americana. Et cette synthèse assez monstrueuse, pour tout dire, réalisée par l'équipe Bush, fascine Sarkozy. Et la jonction qui existe en fait entre cette gauche interventionniste à la Kouchner, donc M. Sac de riz, pour les plus jeunes, ceux qui ne se souviennent pas, au moment de la guerre dans le Somalie, il avait mis un sac de riz sur son épaule, il était entouré de caméras, il avait montré qu'on faisait une diplomatie du sac de riz, si vous voulez. Eh bien, comment est-ce qu'on passe de M. Bol de riz à Bush, si vous voulez, tout ça s'opère en France, dans un tout petit cercle dont je ne voudrais pas exagérer l'influence, mais qui a son intérêt, qui s'appelle le cercle de l'Oratoire, dans le quartier du Louvre. Il est basé dans dans le temple de l'Oratoire. Il est animé par la pasteur du temple de l'Oratoire, et elle regroupe, autour d'une revue qui s'appelle Le Meilleur des Mondes, un ensemble d'anciens gauchistes, Kouchner, Romain Goupil, Alain Finkielkraut et quelques autres, qui sont ce qu'on appelle en France des néoconservateurs à la française. Qu'est-ce que c'est que le néoconservatisme ? Ce sont d'anciens gauchistes qui ont rejoint le Parti républicain parce qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient marginalisés à gauche, et donc ils ont fait une sorte de mue idéologique qui les a conduits progressivement au Parti républicain, dont ils ont changé le logiciel politique en matière de politique étrangère pour en faire un parti interventionniste et plus un parti isolationniste. Et ça, c'est un tournant qu'a pris la France, et on va en reparler beaucoup pendant la semaine. Mais il y a un auteur dont on va vous parler beaucoup cette semaine qui s'appelle Gaël Broustier, qui est un conseiller politique d'Arnaud Montebourg, et qui aujourd'hui a écrit un livre très intéressant, encore qu'il a quelques fragilités, qui s'appelle « Voyage au bout de la droite ». Et il y a tout un chapitre sur, justement, la droite américaine, et comment la droite américaine, en fait, a précédé ce qu'il appelle, lui, ce que j'appelle moi, mais qui correspond à un phénomène qu'il décrit, la contre-réforme droitière, si vous voulez, un peu partout en Europe. C'est un phénomène qui nous intéresse, mais évidemment avec lequel on se différencie sur beaucoup de points, à commencer par les questions de politique étrangère, puisque nous voulons, nous, pour la France, une politique étrangère non seulement souveraine, non seulement indépendante, mais une politique de puissance, qui poursuive nos propres intérêts, et aussi, je le dis accessoirement, parce que je ne voudrais pas qu'on croie que nous sommes purement intéressés, que les intérêts français se réduiraient à des purs intérêts matériels, qui coïncident souvent aussi avec une certaine justice dans les rapports internationaux. Je veux dire par là que nous croyons que
plus la France sera forte à l'étranger, à l'international, et plus le monde sera en paix, et plus on ira pour établir des rapports plus justes entre les nations. Je pense à des conflits qui obsèdent les médias, mais il y en a d'autres qui pourraient nous intéresser. Il y a le conflit au Moyen-Orient, bien sûr, il y a la question des chrétiens d'Orient, il y a la question des minorités en Turquie, il y a la question, que sais-je encore, la question des minorités dans des pays comme la Géorgie, puisque Sarkozy s'était vanté il y a 2 ans d'avoir stoppé la guerre en Géorgie. Absurde. Voilà, la France, en recouvrant son rôle d'arbitre des nations, pourrait contribuer également à un monde plus juste. C'est sur la confusion des notions de puissance et d'indépendance. L'indépendance, nous, on est très favorable à l'autonomie à toutes les échelles de la vie humaine, l'autonomie individuelle, sur le plan, l'indépendance sur le plan économique, parce que quand on n'est pas indépendant, on est dans une situation précaire, sur le plan, enfin le mot juridique pour désigner une situation où on n'est pas autonome, où on n'est pas souverain de décider de sa vie, on est dans une situation précaire, c'est-à-dire qu'on dépend de quelqu'un d'autre. Et Philippe a dit tout à l'heure que dans la nature humaine, il y avait la liberté. La liberté est un appel, il y a une soif de l'homme à être libre, et pour garantir la liberté de l'homme, il faut lui garantir ses ressources. On a parlé tout à l'heure de souveraineté alimentaire, et il en va de même pour les collectivités. Voilà. L'idée, c'est d'aller toujours vers plus de liberté, et pour les collectivités au temporel comme la nation, par exemple la souveraineté alimentaire. La première trahison, c'est la confusion de cette notion d'indépendance qui recourt le fait qu'on ne dépend de personne avec la notion de puissance, parce que ceux qui n'avancent pas reculent. Ceux qui n'avancent pas reculent. Et en fait, la première trahison de la droite sur la question de l'atlantisme, c'est par préférer les mots aux actes. C'est-à-dire, c'est les discours de Gaulle, les discours de Phnom Penh, les discours de Montréal, le discours de Mexico, plutôt que la véritable constitution de blocs d'intérêt pour garantir l'indépendance à l'époque des petites et moyennes nations à l'égard des 2 blocs, qui étaient donc le bloc américain et le bloc soviétique. Ça, c'est la première trahison, c'est-à-dire d'avoir préféré les mots aux actes. La deuxième trahison, c'est, comme je vous l'ai dit, d'avoir privilégié, d'avoir fait le contraire de ce que l'imagination collective a retenu comme étant une époque d'indépendance nationale à l'égard des États-Unis ou de l'Union soviétique. Alors qu'en réalité, la politique constante de la droite et de la gauche atlantiste, ça a été chaque fois plus, de réduire les marges de manœuvre de la France, principalement sous Giscard, puis à nouveau sous Sarkozy, de manière beaucoup plus brutale encore, que ça n'était apparent sous Chirac. Chirac qui, lui, était revenu à un gaullisme très classique, verbal, un gaullisme verbal. Voilà. Et pour ce qui est de la gauche, c'était d'avoir camouflé, en fait, d'avoir complètement escamoté, en fait, la question de la politique étrangère. On ne sait jamais ce que pensent les socialistes en matière de politique étrangère. C'est quand même, c'est une de leurs grandes faiblesses. On ne sait pas ce qu'ils veulent pour la France. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont très conformistes dans ce qu'ils font concrètement, mais il n'y a jamais de véritable ligne de force de projet. On ne sait pas quelle a été la politique étrangère de François Mitterrand, à part de serrer la louche d'Helmut Kohl chaque fois qu'ils se voyaient. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qui restera de François Mitterrand. Qu'a-t-il fait en Orient? Qu'a-t-il fait en Irak? Enfin, je veux dire, le seul, pour le cas de Mitterrand, je tiendrai juste à ce qu'on rappelle que c'est Mitterrand qui a engagé la France dans la première guerre d'Irak, qui était sinon au moins autant, sinon plus injustifiée que la deuxième. Il faut se souvenir que c'est François Mitterrand qui a engagé la France en Irak la première fois. Je me demande si l'obsession des socialistes, ce n'est pas l'institution européenne. Si ce n'est pas ça le seul microsort de leur politique étrangère. Ça, le reste ne les intéresse pas. Simplement, construire l'Europe, construire l'Union européenne, justement, parce que c'est une idéologie. Oui. C'est une idéologie. Oui, c'est ça. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose. Je ne pense pas que leur faiblesse soit autre que cette obnubilation idéologique. Ce serait assez logique d'ailleurs, parce que le sort, par exemple, des Libanais ne les intéresse pas, parce que ça renvoie à l'histoire. C'est sans intérêt pour eux. Pour Chirac, tu as parlé de l'Irak. Il y a eu quand même une autre guerre sous l'Irak. Ah, il y a eu la guerre en Yougoslavie, évidemment. Voilà, et ça qui était quand même, par rapport aux intérêts français, foutrement contestable. Oui, mais là, je crois que Chirac a fait ce qu'a fait Sarkozy avec Chirac. Il a fait ça aussi parce que Mitterrand était
très réservé sur la Yougoslavie. Il l'a fait pour complaire à Helmut Kohl, donc toujours dans la logique de l'Union européenne. Mais Chirac, je crois, a fait ce qu'il a fait au Kosovo pour rompre stylistiquement avec ce qu'avait fait Mitterrand le coup d'avant. Et ça, c'est un énorme problème, c'est-à-dire qu'il faut... L'homme démocratique, l'homme politique qui est élu, sa seule légitimité, c'est ça. Donc, et il a en fait un temps très court pour laisser son empreinte. Et je pense qu'ils sont obsédés par l'idée de faire le contraire de ce qu'a fait le gars juste avant pour exister. Or ça, c'est le contraire d'une politique étrangère, parce que la politique étrangère, c'est justement de la continuité. Et moi je pense, une proposition qu'on peut faire, c'est de soustraire le ministère des Affaires étrangères à des nominations politiques. C'est-à-dire que ce soit une sorte de maxi-préfet, si vous voulez, issu du Quai d'Orsay, qui soit mis au Quai d'Orsay, dans le cadre, je veux dire, de la République telle qu'elle va, qu'on soustrait au moins le Quai d'Orsay à la nomination d'un ministre. Il faut savoir qu'il y a des ministres de la Défense, des ministres des Affaires étrangères, des ministres de ministères régaliens de ce genre, qui d'abord ne relèvent pas de ces milieux. Par exemple, Hervé Morin, il connaît très bien l'élevage des chevaux, il ne connaît rien en défense. D'ailleurs, je tiens de la bouche d'un journaliste qui l'interrogeait quelques semaines après sa nomination, et à la fin de l'interview, ils ont coupé les micros. Hervé Morin dit aux journalistes « Oh, moi, vous savez, les questions de défense ». Et ils l'ont pris uniquement parce qu'il avait été au cabinet de Léotard, donc qui était plus vieux que lui dans son parti. Et donc c'est uniquement pour des questions de négociation entre c'est des petits partis, tout ça. Mais comme ils ont contribué à l'élection par l'apport d'1%, 2%, et ben on leur file un ministre. Et comme de toute façon, ça c'est vraiment les ministères, c'est les 5e roues du carrosse, on met des types qui sont des incompétents, comme Hervé Morin, qui est une véritable burne. Et on l'a mis là parce qu'il fallait donner un ministère régalien, un ministère un peu chic, aux centristes. Dans nos communes, on est tous des administrés. C'est le mot qu'utilise d'ailleurs l'administration pour nous désigner. On est souverain selon la logique de Rousseau, la souveraineté populaire. On est tous souverains pour élire celui qui va décider des destinées de la France, donc principalement des 5 pouvoirs régaliens, donc monnaie, justice, relations internationales, défense. On va décider qui va nous diriger en matière de défense et de relations internationales, alors que toi et moi, on est incompétents. Et on va lui demander d'élire un type sur sa bonne mine, alors qu'en fait, on devrait choisir des gens qui sont bons. Par exemple, je vais donner un exemple. Oui, on ne choisit pas son médecin. Il faudrait soustraire certains ministères au jeu des partis parce que ça nuit à l'exercice même du métier. Je vais donner un exemple. Si, par exemple, on se réunit là et on dit on va élire le médecin entre nous. Si on fait ça, on fait une folie. Oui, si on est. D'ailleurs, le pire âge pour la marine française, ça a été la Révolution, parce qu'ils ont fait des sortes de soviets et ils votaient pour le capitaine. Mais le problème, c'est que la marine française s'est retrouvée dans une situation désastreuse, parce que et moi, je n'ai rien contre le vote. Je pense qu'au contraire, on ne vote pas. Je pense qu'en France, on ne vote pas assez. Nous, on est très favorable à une démocratie organique, directe, un mandat impératif. On s'en fout de savoir qui est élu, en fait. Oui, on vote sur un programme et pas sur un bonhomme. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, mais les gens qui travaillent au Quai d'Orsay sont désespérés parce qu'ils ont le bagage, ils ont le patrimoine de connaissances, de traditions qui sont transmises dans les ministères. Et donc il y a des décisions qui sont prises dans les ministères par des gens qui justement sont là 3-4 ans et qui parfois dans la vie civile ont fait tout à fait autre chose. Ils ont été médecins ou la plupart du temps fonctionnaires, c'est-à-dire spécialistes en rien. Et donc il y a des décisions qui sont prises et les types désespèrent parce que d'une part il n'y a pas de vision et d'autre part on leur fait faire le contraire de ce que eux recommandent. C'est-à-dire que les types on leur dit faites-moi un rapport sur la situation en Syrie. Bon, le mec revient et dit voilà un peu comment ça s'organise. Le type, il parle arabe, il a été en poste pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans. Il revient avec un rapport, et le ministre prend le rapport, le classe verticalement, et prend une décision contraire à ce que les professionnels du métier lui rapportent. Mais c'est la même chose, malheureusement, aussi dans d'autres ministères moins régaliens. Par exemple, le ministère de la Santé, il y a des décisions qui sont prises, alors que les médecins peuvent être vent debout, à un moment donné, contre la décision, mais ils n'ont pas leur mot à dire parce qu'ils votent au même titre que tous les citoyens pour élire celui qui, incompétent, décidera de l'ensemble des questions de santé. Nous, ce qu'on propose, c'est que les professions soient représentées politiquement. Quand il y a une loi, une décision qui doit être prise concernant leur secteur, qu'ils soient non seulement consultés, mais qu'ils soient aussi législateurs, c'est-à-dire qu'ils soient force de proposition de régulation de leur propre secteur. Les gens, on pourrait dire, ouais, mais quand même, ils vont forcément faire des trucs qui les intéressent eux, qui vont aller dans leur sens de leurs seuls intérêts. C'est possible que marginalement, en effet, il y ait des décisions qu'ils ne prendront pas parce que ça contreviendra à leurs intérêts corporatistes, comme on dit. C'est sûr, mais en revanche, il faut quand même reconnaître qu'en France, même il suffit d'allumer la télé ou la radio pour voir que les professionnels, quand ils sont interrogés, par exemple chez Calvi,
il y a quand même un certain degré de désintéressement, de préoccupation légitime pour la chose publique. L'État ne peut pas s'occuper de tout. D'autre part, l'État français n'est pas appelé à s'occuper du monde entier. L'État français, il a un devoir moral à l'égard de la population qu'il a à sa charge. Il n'est pas du tout là pour régler les problèmes de la terre entière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a cette mécanique parce qu'on s'est dépouillé des outils et qu'on les a transférés pour partie à l'Europe en disant on va mutualiser les moyens. Or, le problème, c'est qu'on va tous là mettre dans un même pot commun notre budget domestique et on va redistribuer en fonction des besoins de chacun. Oui, mais le problème, c'est que à un moment donné, tu vas dire, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aimerais disposer de mon argent et en faire pour mener ma vie. Et j'ai mes priorités. Ma priorité, c'est tel budget d'abord, deuxième, troisième budget, etc. Logement, habillement, que sais-je. Et puis l'autre, par exemple, tu seras fourmi, puis il y aura la cigale. Mais dans les nations, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'Allemagne, le Danemark, la France ou le Portugal n'ont pas du tout les mêmes traditions diplomatiques. On peut même avoir des traditions diplomatiques contradictoires. Un seul exemple, sur la Libye, la France a toujours été hostile à Kadhafi, parce que Kadhafi, ça fait quand même 40 ans ou 50 ans qu'il est au pouvoir, donc il a quand même un passif avec la France et l'Angleterre, qui ont toujours été traditionnellement des puissances impérialistes, qui avaient des visées sur la zone d'influence de Kadhafi, alors que l'Italie, en raison de son histoire propre, a toujours été pro-Kadhafi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est tous à la même table et qu'on décide ensemble? L'Italie va dire on fait ça, la France va dire non, on fait ça. Et c'est pour ça, parce que l'Europe est une addition d'impuissance, que c'est toujours l'arbitre américain qui vient et qui dit non, de toute façon c'est moi qui ai le plus gros bâton, les Italiens font ce qu'on leur dit. Alors qu'en fait c'est contraire à leur intérêt national. Et c'est contraire à ses intérêts de bombarder la Libye, mais elle n'a pas son mot à dire puisque l'Europe a décidé autrement. Et d'ailleurs c'était le même cas en Yougoslavie, la France avait une politique plutôt pro-serbe en souvenir de la résistance, puisqu'on était deux nations alliées contre les puissances de l'Axe. L'Allemagne, elle, était plutôt amie avec la Croatie. Et donc, l'Allemagne a imposé à l'ensemble de l'Europe sa ligne pro-croate. Grand bien ça a fait aux Croates d'ailleurs, parce que maintenant ils se retrouvent être la banlieue de l'Allemagne, ce qui n'est pas vraiment une destinée très enviable. Les Allemands nous ont imposé ça, et les Français, ils se sont couchés. D'ailleurs, ce qui est en train de se jouer là, est que la France est en train de lâcher sur la question de la politique monétaire devant Merkel. La France s'est couchée devant Angela Merkel, alors qu'elle a des intérêts divergents. Je pense que la France ferait mieux de suivre la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal dans leur sortie progressive de l'euro, plutôt que de se lier pieds et poings avec l'Allemagne, qui n'a pas du tout les mêmes besoins économiques que nous. Et Sarkozy, moi je l'ai vu à la télévision, ça m'a fait mal, parce que les pires prophéties gaulo-souverainistes des années 90 sont en train de se révéler. C'est-à-dire que l'Europe est en fait, et les Allemands le savent très bien, la dissimulation des intérêts allemands en Europe. Ils ont camouflé leur politique d'intérêt national sous le vocable Europe. La France a essayé de faire la même chose, comme tu disais, c'est-à-dire de dire, bon, on n'est plus assez puissant seul, on va faire payer les autres, on va transférer la puissance française à Bruxelles, et on continuera notre politique de puissance, tu vois, un peu en camouflant sous un aspect qui serait moins sujet à caution dans le cadre européen. Mais c'est une erreur, parce que ça ne peut pas fonctionner. Et heureusement pour nous, malheureusement pour eux, ils se briseront sur les réalités nationales. Tous les empires, toutes les idéologies, tous les systèmes, toutes les rêveries de ce genre ont fini fracassés sur la roche tarpéienne du réel pour renouer le fil de l'histoire de France et reprendre là où on l'avait laissé.